Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur RTI 1. Tout de suite, les trois titres de ce journal. Le séjour aux États-Unis du Premier ministre ivoirien, Patrick Hachi, a rencontré hier le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Au menu des échanges, les relations bilatérales et autres questions d'actualité, notamment le conflit russo-ukrainien et la lutte contre le terrorisme. Célébration aujourd'hui de la Journée mondiale des droits des consommateurs, événement pour mettre en évidence les 4 droits fondamentaux des consommateurs, notamment le droit à la sécurité, le droit à l'information, le droit de choisir et le droit d'être entendu. Enfin, les inquiétudes du Fonds monétaire international qui annonce que le conflit russo-ukrainien met aussi en péril la sécurité alimentaire mondiale. Le Premier ministre ivoirien est donc en visite de travail aux États-Unis. Patrick Hachi a été reçu hier en audience par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Plusieurs sujets au menu des échanges, notamment le renforcement des relations bilatérales, la crise ukrainienne et la lutte contre le terrorisme. Le point, Alexis Ouedraogo. L'offensive diplomatique ivoirienne est lancée aux États-Unis d'Amérique. Tout le long de cette semaine, le Premier ministre Patrick Hachi est sur Washington, D.C. pour présenter la destination Côte d'Ivoire, mais surtout améliorer la perception des investisseurs sur le potentiel et les opportunités de la sous-région ouest-africaine. Ce lundi, Patrick Hachi rencontre Anthony Blinken, secrétaire d'État américain. C'est lui qui met en œuvre la politique étrangère du gouvernement américain. Nous avons des investissements publics à faire dans l'ensemble du pays, non seulement des infrastructures sociales pour les populations, mais également des investissements dans l'énergie, dans le transport, dans les ports et les aéroports, pour créer un environnement propice à l'attrait des investisseurs privés. En plus de tout cela, nous avons l'évolution mondiale que nous constatons avec les facteurs géopolitiques que vous voyez, aussi bien en Ukraine, ici et là, ailleurs, qui concourent à accroître l'inflation. On a besoin que, disons, les États-Unis apportent un appui beaucoup plus important à la Côte d'Ivoire, mais bien sûr aux pays de la sous-région. Ce sont des défis pour lesquels la Côte d'Ivoire est concernée, mais les pays de la sous-région également. Mais pour l'importance que représente la Côte d'Ivoire dans la sous-région, il est évident qu'on devient un enjeu majeur de stabilité sous-régionale. Nous avons également invité le secrétaire d'État à visiter la Côte d'Ivoire. Nous avons dit que le président de la République donc, nous avait demandé de lui faire cette invitation. Donc je pense que sur l'ensemble des sujets qui ont été abordés, le secrétaire d'État a été extrêmement réceptif et il nous a garanti que, bien sûr, les États-Unis se tenaient à côté de la Côte d'Ivoire. Ils nous ont demandé de rassurer son excellence président de la République qu'il serait donc de tous les défis. Un peu plus tôt, le chef du gouvernement a une séance de travail au MCC. Au cœur des échanges, l'accompagnement du groupe sur les questions d'éducation, d'énergie, d'infrastructure. Nous accompagnons la Côte d'Ivoire dans son plan de développement et l'éducation, le transport et l'énergie sont au centre de ce plan de développement. Et là, nous sommes dans une logique d'accélérer les choses, comme l'a dit le Premier ministre, de fast-track le développement. Donc, nous avons eu un échange assez détaillé sur des éléments clés de la mise en œuvre et je pense que nous allons trouver les voies et moyens d'amener ce compact à sa mise en œuvre dans le délai imparti. Pour cette première journée, le Premier ministre enchaînera plusieurs audiences de haut niveau. Restons aux États-Unis où se sont ouverts hier à New York les travaux de la 66e session de la Commission de la condition de la femme, rencontre qui va s'achever le 25 mars prochain. La Côte d'Ivoire est représentée par sa ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Nassene Batouré. Les précisions à Mississauga. La Commission de la condition de la femme des Nations Unies, CSW, est le principal organe intergouvernemental dédié exclusivement à la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Sa 66e session ouverte au siège de l'ONU ce début de semaine est consacrée aux moyens de parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation de toutes les femmes et filles. Cela dans le cadre de politiques et programmes relatifs au changement climatique, à l'environnement et à la réduction des risques de catastrophes.
Des questions urgentes du moment pour le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Partout, ce sont les femmes et les filles qui font face aux plus grandes menaces et subissent les préjudices les plus graves. Partout, les femmes et les filles passent à l'action pour lutter contre les crises climatiques et environnementales. Et partout, les femmes et les filles continuent d'être largement exclues des lieux de prise de décision. La présente session sera marquée par une discussion générale, des tables rondes ministérielles et des événements interactifs dédiés notamment aux moyens de promotion de l'égalité des sexes pour parvenir à la pleine participation des femmes dans la prise de décision. Nassineba Touré, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, conduit la délégation ivoirienne. Je suis accompagnée d'une forte délégation féminine de femmes élues, de femmes responsables, de femmes dans l'armée. Donc c'est pour vous dire que l'égalité des genres est déjà une réalité en Côte d'Ivoire. Nous allons être très attentifs à toutes les interventions ici pour pouvoir mieux faire et retourner avec un message de plus grand espoir dans notre pays, la Côte d'Ivoire. En format restreint du fait des restrictions de la Covid-19, la CSW 66, débutée le 14 mars, prendra fin le 25. Retour en Côte d'Ivoire avec cette session de formation initiée par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. 15 blogueurs ont participé à cette rencontre. Les travaux ont porté sur les notions de corruption. Les participants, à leur tour, vont amener le grand public à dénoncer les actes de corruption et infractions assimilées. Les explications de Dangui Dangui. Une quinzaine de blogueurs et de journalistes blogueurs ont été informés et formés sur les enjeux et défis liés à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. L'idée, selon les experts de cette institution, c'est d'outiller les blogueurs et de les engager dans la lutte contre ce phénomène. Une idée du reste bien accueillie. Avec cette session d'information, je pense que nous sommes mieux outillés et pour apporter des réponses là où il faut. La formation que nous venons de suivre vraiment nous a donné assez de rudiments pour bien mener nos articles. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance veut développer la culture de la dénonciation des cas de corruption et de lanceurs d'alerte sur les populations, notamment sur les blogueurs. Réellement protégé, oui, parce que le dispositif existe. Déjà, quand vous prenez la loi relative à la prévention de la lutte contre la corruption, il est prévu la protection de tous ceux qui vont dénoncer, les témoins, ainsi de suite, et tout autre. Représentant la cellule nationale de traitement des informations financières à cette session de formation, Ouattara Romain a jeté un regard sur l'état des lieux de la lutte contre le blanchiment d'argent en Côte d'Ivoire. Nous avons identifié que le risque de blanchiment de capital en Côte d'Ivoire était un risque de niveau moyen. Et donc, ce qui veut dire que il existe ce phénomène en Côte d'Ivoire parce que le risque n'est pas faible, il existe et des secteurs ont été identifiés comme étant des secteurs qui sont plus à risque que d'autres. Et nous avons identifié le risque par exemple du secteur immobilier qui était élevé. Il révèle que la cellule nationale de traitement des informations financières a enregistré 58 milliards de francs CFA de soupçons de blanchiment d'argent au titre de l'année 2021. Au chapitre santé, cette opération de don de sang initiée par les membres de la Fondation Raoul Follereau, section Côte d'Ivoire, avec à leur tête le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Koulibaly. Ces prélèvements sanguins vont permettre d'améliorer la santé des enfants diagnostiqués d'un cancer. Didier Nguessan. Le couple mère-enfant représente 70% des transfusions sanguines en Côte d'Ivoire. Parmi les enfants, ceux qui souffrent d'un cancer sont encore plus vulnérables. L'urgence de disposer en permanence de produits sanguins pousse la Fondation Raoul Follereau à initier cette opération de don de sang au Centre national de transfusion sanguine, CNTS, de Trècheville. Comme Raoul Follereau le dit, être heureux, c'est faire des heureux. Donc en donnant mon sang pour savoir
que je suis en train de sauver une vie ou bien je vais sauver une vie, je vous avoue que c'est une très grande joie pour moi. L'oncologie pédiatrique ne peut se concevoir sans transfusion. La transfusion fait partie de la prise en charge de nos enfants. Lorsque vous initiez une chimiothérapie chez ces enfants, vous avez également une baisse du volume sanguin chez les enfants. Le CNTS a un déficit de plus de 90 000 poches de sang. Pour couvrir la demande, l'appel aux donateurs est régulièrement lancé par les autorités sanitaires et gouvernementales. Mieux, elle donne l'exemple à l'image du ministre Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement. Il ne faut pas attendre d'être dans le besoin pour comprendre l'urgence de donner son sang. Abidjan, c'est environ 5 millions d'habitants. S'il n'y a que 10% de la population d'Abidjan qui donne son sang, regardez ce que ça fait, c'est 500 000 poches. On a comblé largement donc, le déficit en démocratisant ce prix, en l'uniformisant et en le fixant au taux le plus bas qui est de 3 000 francs. Le revers ne devrait pas être le manque de sang. Créée en 1968, la Fondation Raoul Folero œuvre contre toute discrimination causée par la maladie, l'ignorance et la pauvreté. Pour vaincre le coronavirus, faisons-nous tous vacciner et surtout respectons les gestes barrières. En Côte d'Ivoire, un nouveau cas de maladie à coronavirus enregistré hier. C'est ce qu'annonce le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire dénombre donc actuellement 81 598 cas confirmés de coronavirus, 80 735 personnes guéries, 796 décès et 58 cas actifs. La lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire, l'Institut de la recherche en mathématiques a présenté récemment les résultats d'une étude sur l'Institut Pasteur, structure ayant pour mission de promouvoir la santé publique. Les explications dans ce reportage de Didier Nguessan. Des modèles mathématiques dans la recherche des solutions aux maladies à virus permettent de mettre en évidence l'importance de cette science vue comme abstraite dans la résolution des problèmes de santé. À cette journée scientifique, le cas de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire dans la riposte contre la COVID-19 est présenté. J'ai plus insisté sur le variant Omicron parce que c'est le variant du moment, comme étant le variant qui a beaucoup plus de mutations. Et justement, ces mutations-là surviennent au niveau de la protéine S, qui est une protéine qui permet au virus de se fixer au niveau de son hôte humain. Donc, plus il y a de mutations, plus le virus arrive à affiner, on va dire, l'ancrage avec son récepteur. L'Institut de recherche mathématique de l'Université Félix Houphouët-Boigny met l'accent sur la recherche appliquée. Depuis un certain nombre d'années, nous essayons de mettre en relation les mathématiques avec d'autres choses moins théoriques et qui sont pratiques. Par exemple, le lien entre les mathématiques et l'informatique, entre les mathématiques et l'intelligence artificielle, entre les mathématiques et les sciences de la santé et les sciences de la vie. Parce que quand le docteur Ako parle de séquençage génomique, tout ça, c'est des mathématiques. La restitution des résultats de cette recherche a vu la participation de l'ASCAD et de plusieurs enseignants-chercheurs. Santé toujours avec la cérémonie d'installation officielle des points focaux du Grand Abidjan de la Société de gynécologie obstétrique du Côte d'Ivoire. Ses représentants dans les zones nord, sud, est et ouest du district d'Abidjan auront pour mission d'aider le bureau central à mettre en œuvre son plan d'action, notamment dans la lutte contre la mortalité infantile. Les précisions de Eugène Atoubé. Ils sont gynécologues obstétriciens, tous membres de la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire, Sogossi. Ce sont désormais les points focaux des sections Sogossi d'Abidjan. Notre objectif, c'est d'élaborer un plan d'action et essayer d'établir une collaboration entre les médecins du privé et les médecins du public pour essayer d'avoir une meilleure action, un meilleur résultat du point de vue diagnostique et thérapeutique.
Face aux indicateurs de santé maternelle et infantile qui ne sont pas bons, nous avons décidé d'aller au-delà et de lutter pour la réduction de la mortalité maternelle. L'investiture des 4 points focaux Sogossi d'Abidjan est un indicateur du dynamisme de cette société savante qui, au regard de ces 12 sections implantées sur l'étendue du territoire national, se positionne comme acteur majeur de santé publique ainsi que l'attestent ses principales activités. Ce sont entre autres la lutte contre la mortalité maternelle via l'appui à l'offre de services en santé de la reproduction, la promotion de la planification familiale, la sensibilisation, la formation et le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus au profit des populations. Depuis 2019, la Sogossi est partenaire technique du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La société savante Sogossi prend la décision de travailler à la réduction de la mortalité maternelle. Le ministère en charge de la Santé ne peut que l'accompagner. Une des actions majeures qui peut contribuer donc à la réduction de cette mortalité, c'est de quadriller l'ensemble du territoire par des professionnels. La Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire regroupe les gynécologues. Sont également membres les sages-femmes et toutes les spécialités qui interviennent dans le domaine de la santé de la reproduction. C'est aujourd'hui la journée mondiale des droits des consommateurs. Cette édition 2022 porte sur la finance numérique équitable. Les explications de l'enseignant Bakayoko. Pour les paiements, les prêts, l'assurance et la gestion de patrimoine, les technologies numériques ont remodelé la vie des usagers, devenant un outil clé pour les consommateurs de services financiers, notamment en Côte d'Ivoire, où près de 32 millions d'utilisateurs sont inscrits au registre. La forte pénétration des smartphones, l'augmentation du haut débit de l'Internet, l'importante population non bancarisée et l'avènement des fintech, c'est-à-dire les entreprises qui utilisent la technologie pour offrir des services financiers innovants, constituent les facteurs explicatifs de l'essor du numérique et de la finance numérique équitable. À cela s'ajoute l'expansion du transfert mobile qui offre aux exclus du système bancaire classique de disposer de produits financiers adaptés à leurs besoins. Pourtant, dans cet espace numérique et virtuel, des défis liés à la cybercriminalité persistent, notamment l'escroquerie, l'hameçonnage et les atteintes à la confidentialité des données personnelles. Au niveau gouvernemental, des efforts considérables sont faits avec la ferme ambition d'adapter le dispositif législatif et réglementaire relatif à la lutte contre la cybercriminalité afin de préserver l'intérêt général, l'intérêt des consommateurs en matière numérique et favoriser le développement de la finance numérique équitable. Autre action menée par le gouvernement pour impulser davantage cette dynamique, le développement des équipements techniques en vue d'élargir la couverture du réseau téléphonique sur l'ensemble du territoire. Sans cet équipement, le numérique ne peut prospérer et évoluer durablement. C'est cet investissement colossal, mais nécessaire pour tirer avantage certain de cette révolution de notre ère à travers la finance numérique équitable. D'ici 2024, les consommateurs de services bancaires numériques devraient dépasser les 3,6 milliards. En 2021, la proportion de propriétaires de comptes utilisant des transactions numériques dans le monde en développement a dépassé les 80%, contre 57% en 2014. En Côte d'Ivoire, des mesures adoptées récemment au Conseil des ministres pour lutter contre la vie chère. Il s'agit du plafonnement des prix de certains produits tels que le riz, le lait et la viande. Le Conseil national de lutte contre la vie chère a donc entamé une série de rencontres avec les auteurs, les acteurs de la commercialisation des produits de grande consommation. Les échanges se sont déroulés hier à la Direction générale du commerce intérieur dans la commune du Plateau. Le point, Michel Mambo. Respect des prix proposés par le gouvernement, affichage systématique des prix, le message est clair, le gouvernement tient à l'application stricte des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie. Il s'est agi pour nous de porter un message de fermeté
d'amener les uns et les autres à comprendre que la mesure de lutte contre la vie chère, notamment en ce qui concerne le plafonnement des prix, est une mesure qui a été décidée pour préserver le pouvoir d'achat des populations. Chacun des commerçants qui n'appliquera pas l'affichage des prix sera sanctionné. Et ces sanctions, comme je l'ai rappelé, iront non seulement sur les amendes transactionnelles qui sont prévues, mais également iront, en cas de récidiviste, à la fermeture des points de vente. Au nombre de ces mesures, le plafonnement des prix de 7 produits de grande consommation que sont l'huile de palme raffinée, le riz, la tomate concentrée, le sucre, le lait, les pâtes alimentaires et la viande de bœuf. Les représentants des boutiques de Mauritaniens présents à cette rencontre ont reçu la feuille de route, un document contenant les prix maxima de certains produits de grande consommation. Parce que ces derniers temps, ils avaient l'impression que les prix augmentaient de jour en jour, mais que dès demain, ils se disent « Ah, ça fait maintenant les prix se sont stabilisés. » La semaine prochaine, ils disent « Ah, ça fait une semaine, on n'a pas eu de hausse de prix, etc. » Pour que vraiment les populations puissent pousser un ouf de soulagement. C'est la volonté du gouvernement que de protéger les populations. Donc vraiment, on compte sur vous. Après des échanges francs et directs, engagement est pris d'en faire large écho. Je vais montrer à tous mes clients, je vais vous dire, voilà, c'est pas moi qui décide le prix, c'est l'État ivoirien qui a décidé le prix. Parce que des fois, quand il dit un prix d'une client, il va dire, oh, vous augmentez. Là, j'ai retenu quelque chose qui peut me défendre. Cette rencontre a été précédée par une autre avec les grossistes et autres distributeurs. Les commerçants des villes de l'intérieur seront également visités. Je vous l'annonçais dans les titres, le Fonds monétaire international tire aujourd'hui la sonnette d'alarme. Selon le FMI, la hausse des cours des céréales et autres graines provoquée par le conflit russo-ukrainien menace la sécurité alimentaire mondiale, la Russie et l'Ukraine faisant partie des plus grands exportateurs de blé au monde. Retour dans le district d'Abidjan qui accueille actuellement la 6e réunion du comité technique du projet régional de dialogue et d'investissement sur le pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Objectif, renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Timoko Touré, a ouvert hier les travaux de cette rencontre. Pour en parler, Laure Goretti et Jean-Louis Gbangbo. Depuis 2018, le projet régional de dialogue et d'investissement pour le pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, PREDIP, est en marche. Un projet conçu, entre autres, pour une meilleure coordination du système d'élevage mobile dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest. Le comité technique du projet est à Abidjan pour faire le bilan des acquis. Ce programme a permis de construire un système régional d'information sur le pastoralisme pour pouvoir aider, premièrement, les bénéficiaires, les populations pastorales à avoir des informations pour mener à bien leurs activités et surtout aux décideurs politiques de pouvoir prendre des décisions pour les orientations politiques et l'encadrement de ce secteur très économique au bénéfice de nos populations. Pour cette 6e réunion du comité technique du projet PREDIP, c'est le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Timoko Touré, qui a lancé les travaux en signifiant le soutien de son département pour des résultats probants. Nous sommes ouverts et prêts à contribuer à toutes les réflexions et initiatives visant à faciliter l'exercice de l'élevage mobile et à assurer une cohabitation paisible entre agriculteurs et éleveurs à travers une meilleure maîtrise de la mobilité des animaux et une plus grande intégration des activités agricoles et pastorales. Mis en place il y a 4 ans, le projet PREDIP touche 8 pays et est financé par l'Union européenne. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement de la bourse nationale du manuel scolaire par, bien sûr, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, en partenariat avec l'Agence française de développement. Ce programme vise à améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage dans les classes du premier cycle du secondaire. Le point avec Jean Djadji.
Les représentants des directions régionales de l'éducation nationale reçoivent leur guide du projet pilote de la Bourse nationale du manuel scolaire Bonamas. Ce nouveau programme lancé par le ministère de tutelle règle l'épineuse question du manque de manuels scolaires dans les lycées et collèges publics et privés. Bonamas, un dispositif de pré-location de manuels scolaires. Bonamas est un dispositif qui permettra à chaque enfant d'avoir un kit comprenant 8 manuels scolaires à des coûts vraiment très abordables. Dans ma région à Boisseau, dès que je retourne, la sensibilisation, sachez qu'elle a déjà commencé. Nous allons essayer de rencontrer toute la communauté éducative. Le C2D, à travers l'Agence française de développement, appuie le ministère de l'Éducation nationale à hauteur de 3,280 milliards de francs CFA pour le démarrage du projet. Le ministère de tutelle exhorte tous les acteurs à s'approprier le concept. On espère que le lancement de la phase pilote du projet Bonamas, d'abord dans 33 établissements auprès de 5000 élèves, pourra permettre une massification. C'est de faire en sorte de réussir le pari, de placer entre les mains de chaque élève l'ensemble des manuels nécessaires pour toutes les disciplines au programme. Nous sommes bien conscients que pour que ce processus soit pérenne, pour qu'il soit économiquement viable, il faut qu'il y ait une masse critique d'enfants qui adhèrent. Pour cette phase pilote, 29 directions régionales constituées de 33 établissements et 5000 élèves sont concernées. La mise en œuvre du projet Bonamas démarre déjà les semaines qui suivent le lancement. Objectif, permettre aux premiers inscrits de disposer de leur manuel dès la rentrée scolaire 2022-2023. Région du Bafing, dans le nord-ouest du pays. Plusieurs infrastructures de base, dont un centre de santé, une mosquée et un foyer de jeunes, ont été inaugurés récemment par le président du conseil régional, Mamadou Sanogo. Et cela pour le grand bonheur des populations. Elles sont au micro de Abou Sanogo. Bouindala, Kolon, Tienouvé, Desséné, Barazan sont les localités de la région du Bafing visitées par Mamadou Sanogo, président du conseil régional du Bafing. À Bouindala, Mamadou Sanogo a procédé à la mise sous tension du village, désormais connecté au réseau électrique national. Il faut qu'on travaille ensemble. C'est le développement du Bafing qui doit nous intéresser. Ce sont les questions de route, ce sont les questions d'électricité, de centre de santé, de collèges de proximité, d'ouverture de voies pour désenclaver nos parents. La très bonne nouvelle, le président Alassane Ouattara va bel et bien bitumer sous peu l'axe Touba-Séguéla pour nous permettre d'aller facilement vers Daloa et gagner près d'1h40. Aujourd'hui, le taux d'électrification dans la région du Bafing est passé de 35% en 2012 à environ 98% en 2022. Dans le même village, le chantier du centre de santé régional en construction a été visité. Dans l'après-midi, le président du conseil régional du Bafing était à Kolon, dans la sous-préfecture de Gentegela, où il a inauguré le foyer des jeunes avant de mettre le cap le lendemain sur Tienouvé, dans le département de Ouaninou, pour l'inauguration d'une mosquée. À cet effet, plusieurs dons ont été faits à la communauté musulmane. Autre étape, Desséné, dans la sous-préfecture de Nyonkoso, pour la fête de la lumière, un village qui sort de l'obscurité, car désormais connecté au réseau électrique national. Après plus de 6 ans d'attente, Desséné est enfin éclairé. Nous remercions le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Suivi de la pose de la première pierre du logement de la sage-femme et de la visite du centre de santé construit par le conseil régional du Bafing. Non loin de Desséné, se trouve le village de Barazan, où Mamadou Sanogo a parrainé les activités de la mutuelle de développement du village de Yerimakoma. Il a exhorté les populations à l'union et à la solidarité. Dernière étape de sa tournée de 3 jours, Koro, où le président du conseil régional du Bafing a invité les populations à rester unies et solidaires derrière le chef de l'État, Alassane Ouattara. En image, l'actualité hors de chez nous. Une dizaine de gendarmes ont été tués dans une embuscade dans la région nord du Burkina Faso. Auparavant, c'était un car de transport qui avait sauté sur une mine artisanale dans cette zone, faisant plusieurs blessés et morts.
Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles à RTI.